la une ce soir, les gares d'autocars prises d'assaut par les voyageurs, une soudaine affluence due à la correspondance des dates de la Tabaski et de la rentrée scolaire 2016-2017 qui entraîne d'importants mouvements de personnes. Filière bétail, la Côte d'Ivoire importe 60% de sa consommation en viande. Le pays vise toutefois l'autosuffisance. Pourquoi peine-t-il à y arriver? Quelle solution? Le grand angle de la rédaction s'intéresse à la question en cette veille de la Tabaski. Radio Côte d'Ivoire signe la fin de son concours Radio Vacances. La finale a eu lieu à Toumaudi, ville du centre du pays. L'édition 2016 a mis l'accent sur la sensibilisation des jeunes face au VIH-Sida et à la consommation de la drogue. 15 ans après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis se souviennent. 4 attentats suicides coordonnés avaient fait près de 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Des commémorations ont eu lieu partout dans le pays. Dimanche 11 septembre, bienvenue dans le 20h. Merci d'être sur RTI 1. Demain lundi, les musulmans célèbrent la Tabaski. Au cœur de cette fête, le sacrifice rituel du mouton. C'est donc une période de pic des importations en bétail. Et de façon générale, la Côte d'Ivoire importe environ 60% de sa consommation en viande. La production locale est loin de couvrir les besoins du pays. Pourquoi une telle insuffisance? Comment booster la production nationale et surtout assurer l'autosuffisance en protéines animales? C'est le sujet du grand angle que la rédaction de RTI 1 vous propose ce soir et ce sera tout juste dans quelques minutes. Et ce sont des milliers de bêtes, en particulier des moutons, qui vont être immolés demain à l'occasion donc de la Tabaski. Que recommande l'islam quant au choix de la bête? Comment se fait l'immolation? Et comment la viande est-elle repartie? Les réponses d'un imam dans ce sujet de Ami Sissoko. 12 septembre 2016, soit le 10 du mois d'Où al-Hijja, le 12e mois du calendrier musulman de l'an 1437. La communauté musulmane célèbre la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante de l'islam. La grande fête ou la fête du sacrifice commémore l'acte du prophète Ibrahim, le père du monothéisme, qui était prêt à sacrifier son fils Ismaël, selon une prescription de Dieu. Devant cette soumission, Dieu lui envoie l'archange Djibril. Ce dernier remplace Ismaël par un bélier qui servira d'offrande. Depuis lors, l'immolation d'un bélier est devenue une pratique recommandée à la communauté musulmane par le prophète Muhammad pour témoigner leur soumission et leur foi en un Dieu unique, Allah. Tout musulman, dans la mesure de ses moyens, doit se conformer à ce rituel. La bête à immoler doit répondre obligatoirement à certaines exigences. L'islam conseille en immolation pendant la Tabaski le bélier, à défaut la brebis ou le cabri. On peut immoler aussi le bœuf et le chameau. Il n'est pas soumis à l'immolation pendant la fête de Tabaski une bête qui boite, une bête dont l'oreille est coupée, la queue est coupée, une bête d'où l'œil est cassé ou une bête très malade. L'animal du sacrifice doit être acquis légalement. Il ne doit pas être gagné au jeu de hasard ou faire l'objet de gages. L'immolation se fait à la fin de la prière de l'Aïd el-Kébir et jamais avant. Le mode opératoire obéit à certaines règles. Celui qui immole pour lui avant l'imam, il a de la viande, il ne bénéficiera pas de la récompense du sacrifice. L'immolation de la bête se fait en la couchant sur le côté gauche face à la Kaaba en formulant son intention. L'immolation peut se faire 3 jours après la fête ou 2 jours, y compris la fête. La Tabaski, c'est aussi un moment de partage. Il est donc recommandé par le prophète de repartir la viande de la manière suivante. Ça se partage en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les voisins, musulmans et non musulmans, une 3e partie
pour les pauvres et les indigents. L'islam, en parlant de la viande, n'a pas donné une partie spécifique. Il a dit consommer une partie là-dedans, quelle que soit cette partie-là. L'imam Aboubakar Koulibaly ajoute qu'il n'est pas conseillé de s'associer pour acheter un mouton. Cependant, 3 à 7 personnes peuvent s'unir pour sacrifier un bœuf. Voilà pour les critères de choix et les recommandations pour le sacrifice. Voyons à présent l'aspect spirituel que la célébration de la Tabaski revêt en elle-même. C'est avec Massokone et Moussa Konaté. Après la fête de Ramadan, les musulmans du monde entier s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, deuxième grande fête de l'islam. Au-delà de son aspect festif, la célébration de l'Aïd el-Kébir revêt un aspect spirituel. L'Aïd el-Kébir, communément appelé fête de la Tabaski, a lieu le 10e jour du mois de Zulhijjah, qui est le dernier mois du calendrier musulman. Et elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque. Bon, cette fête commémore la soumission du prophète Abraham à Dieu, qui est symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier son fils, Ismaël, sur l'ordre de Dieu. Et suite à cette acceptation, Dieu envoie l'ange Djibril pour qu'il substitue l'enfant par un bélier qui servira d'offrande sacrificielle. Et c'est en souvenir à cette soumission du prophète Abraham que les musulmans du monde entier, à cette date-là, font le sacrifice du mouton. Au matin de la fête, bien avant de se rendre à la mosquée ou tout autre lieu de prière, le fidèle musulman doit observer certaines recommandations. Ce qui est demandé aux musulmans ce jour-là, c'est un jeûne restreint. C'est-à-dire, il ne prend pas le petit déjeuner. Quand il se lève, ce qu'il fera, c'est de prendre un bain. Et puis, après quoi, il va s'habiller. Et aller par un chemin et revenir par un autre chemin dans la mesure du possible. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et en allant donc, bien sûr, les invocations. Et dès qu'il arrive au lieu de la prière, il n'y a pas de prière surrogatoire, ni avant, ni après. Dès que l'imam arrive, on enclenche la prière. C'est une prière de 2 rakats, comme le vendredi d'ailleurs, mais à la différence, ici le sermon se fait après. Et il est demandé aux fidèles, bien sûr, de bien vouloir s'asseoir pour écouter. En plus de son caractère spirituel, la fête de la Tabaski reste un moment de joie, de communion et de partage. Les musulmans doivent comprendre que ce jour-là, le sacrifice que nous faisons permet à chaque musulman de renouveler sa foi et sa soumission vis-à-vis de son Seigneur. Et aussi, c'est un jour de partage. C'est une fête de soumission à Dieu. Et pendant que nous fêtions cette soumission, il ne faut pas aller commettre des actes de désobéissance à l'endroit de Dieu. Autrement dit, on peut se réjouir, les uns et les autres peuvent danser, je répète, dans les normes islamiques. La fête de la Tabaski est célébrée 70 jours après la fête de Ramadan, ou l'Aïd el-Fitr. En Côte d'Ivoire, elle sera célébrée le lundi 12 septembre selon le Conseil supérieur des imams, COSIM. À la veille donc de cette fête de la Tabaski, un événement hautement spirituel, 1,8 million de pèlerins du monde entier, dont 5 600 Ivoiriens, se sont rendus aujourd'hui sur le mont Arafat en Arabie Saoudite. Une étape cruciale du Hajj. Notre envoyé spécial Mamadou Kouassi revient sur la cérémonie officielle sur place. Une séance de lecture salmodie du Saint-Coran pour implorer Allah, afin d'accorder à la Côte d'Ivoire une paix durable et définitive, mais aussi pour le développement de la nation ivoirienne. Un moment spirituel pour entamer la traditionnelle cérémonie officielle du jour d'Arafat. Un cadre de concertation entre pèlerins ivoiriens, guides religieux et les officiels. Chers pèlerins et pèlerines, au nom du commissariat du Hajj, je vous présente nos excuses pour les imperfections constatées ici et là dans notre organisation de cette édition 2016. Je profite de l'occasion pour vous féliciter, car dans quelques heures, vous serez des El Hajj et El Hajja. Ce statut permet l'absolution de tous vos péchés. Comme le dit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit le pèlerinage et durant son pèlerinage n'a pas posé d'acte de turpitude, n'a pas tenu de propos obscènes, il revient comme un nouveau-né sans péché. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, ces moments d'échange se veulent désormais une tradition pour le contingent ivoirien. C'est pourquoi
Il a traduit le message du président de la République, Alassane Ouattara, aux pèlerins ivoiriens, avant de leur témoigner la satisfaction des autorités saoudiennes pour la discipline et la bonne organisation enregistrée depuis quelques années au niveau du commissariat du Hajj. Les autorités saoudiennes, en tout cas, manifestent également leur sentiment de satisfaction quant à la bonne tenue, quant à la bonne, la bonne sociabilité de nos pèlerins parmi les 2 millions de pèlerins qui sont là. Le consul général de la Côte d'Ivoire à Djeddah a saisi l'occasion pour inviter les guides religieux et l'ensemble des pèlerins ivoiriens à une union de prière pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons rappeler que, par la grâce de Dieu, bientôt la Côte d'Ivoire va rentrer encore dans un cycle de consultation à caractère politique. Je voudrais souhaiter que dans vos prières, vous mentionniez la Côte d'Ivoire. Le Raïs Fadiga Moussa a dans son intervention au cours de la station d'Arafat indiqué les valeurs spirituelles de ce jour spécial. Les pèlerins vont eux aussi procéder au sacrifice rituel du mouton. Ici en Côte d'Ivoire, il faut noter que le marché a été suffisamment approvisionné en moutons malgré l'effondrement mardi dernier du pont métallique de Dimbokro, un point de passage du bétail. Il est sur la ligne du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Des travaux ont déjà démarré pour sa réhabilitation. Mais avant la réouverture, on note depuis hier une reprise partielle du trafic ferroviaire. Un train de voyageurs circule 3 fois par semaine entre Bouaké sur le sol ivoirien et Ouagadougou au Burkina Faso. Les trains de marchandises, eux, seront en circulation à compter de demain lundi avec un plan de transport pour 5 trains par jour, dont 3 départs depuis Bouaké. Et dès après-demain, 13 septembre, la Tabaski va faire place à la rentrée scolaire 2016-2017. 2 événements qui coïncident, d'où d'importants mouvements de voyageurs. Certains pour célébrer la Tabaski en famille, d'autres pour la reprise des classes. Les gares d'autocars sont bondées de monde, une situation qui conduit souvent à des altercations. Éric Goré. La gare envahie par de nombreux voyageurs, longue file d'attente devant les guichets et lutte à l'entrée des cars. C'est le décor que présente cette gare. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les voyageurs. Je vais sur Yamoussoukro depuis 6 heures, je suis là. Pratiquement, il n'y a pas de car. Vraiment, l'affluence est tellement énorme que vraiment c'est difficile. Selon certains voyageurs, ce désagrément est dû au fait que la fête de la Tabaski et la rentrée scolaire se déroulent dans la même période. D'autres voyageurs n'arrivent pas à contenir leur colère. Ils accusent. Mais c'est mal organisé. Et les gars, il faut regarder le monde. Depuis 6 h du matin, on est là, en Béa, depuis 6 h. Ces propos sont contredits par les responsables de la gare. Depuis 6 h du matin, ce sera trop dit. Alors, ceux qui disent qu'ils ont les tickets depuis 6 h, n'ont qu'à chercher à nous voir. Parce qu'on ne va pas être d'accord pour ce qu'ils disent. Il peut sortir de celui-là depuis 6 h, mais il peut rentrer, il peut avoir le ticket à la gare ITB à 10 h, 11 h. Nous, c'est à partir de l'heure à laquelle vous avez le ticket qu'on commence à vous calculer. Les difficultés sont au niveau de l'embouteillage. Voilà, l'embouteillage. Sinon, on a des cars, beaucoup de cars même là qui sont trucs. Mais l'accumulation des véhicules au niveau des embouteillages, c'est ce qui fait que les cars ne rentrent pas. Selon cette dame, les tickets sont vendus seulement qu'aux connaissances. Je suis là depuis 6 h, mais depuis là, on est parti là. Pour que nous nous donne ticket là, on ne nous donne pas. Les gens font ça sur connaissance. Pour ce voyageur, le problème se trouve ailleurs. Il propose une piste de solution. J'ai remarqué que c'est à chaque fois qu'il y a les fêtes qu'on parle d'embouteillage, de tout ça. Mais il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est d'élargir nos voies. Il vient de décoller, il va te taper 1 heure de temps ici avant de sortir. En cette période de Tabaski et de rentrée scolaire, les populations souhaitent plus de prudence sur les voies afin que ces 2 événements majeurs connaissent un succès. Après les démêlés avec les transporteurs, les élèves se consacrent à leur rentrée. Ce sera le 13 septembre. Ceux en classe d'examen réfléchissent déjà aux stratégies pour décrocher leur diplôme. Comment réussir son année scolaire? Le reportage est signé Malika Koulibaly et Éric Goré. Bois-Dramé a sous sa responsabilité 12 élèves, mais cela ne l'empêche pas de leur fournir le nécessaire pendant la rentrée scolaire. Ce comportement de Bois-Dramé permet à ses élèves de réussir leur année. J'ai 12 enfants à inscrire. Pour moi-même, c'est 6. Les neveux, ça fait 6 aussi. Bon, la rentrée, ça se prépare depuis le début des vacances. En tout cas, moi, j'ai fini d'inscrire mes enfants et j'ai commencé le paiement des fournitures.
Le 13 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. Ces élèves viennent à peine de procéder à leur inscription. Après les vacances, ils se disent aptes à affronter l'année scolaire. Je compte apprendre mes leçons tous les jours, ne pas me stresser, rester calme, d'être attentif et de réussir, de passer en classe supérieure. Durant les vacances, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait des exercices de maths, de français, tout ce qui est littéraire et scientifique aussi. Je compte bien l'attaquer avec de bonnes notes. Pour aider les enfants à mieux assimiler les cours et réussir leur année, quelques parents d'élèves livrent des secrets. Il faut commencer par dire à son enfant d'avoir lui-même déjà un comportement civique. En ce sens que lui-même déjà, il doit être respectueux de ses camarades, respectueux de la chose de leurs camarades. Et je pense que ça permet de corriger un certain nombre de choses. Ils vont avoir des professeurs peut-être qui n'aimeront pas, d'autres qui aimeront plus, etc. Mais toujours être là, les encourager, les amener à accepter pour que l'année scolaire soit une réussite. D'être meilleur, c'est se mettre au travail, de commencer à lire beaucoup, d'être présent dans tous les cours, d'avoir beaucoup de respect pour les professeurs, d'être très conscient, attentif à tous les cours qu'on leur donne. La rentrée scolaire n'est pas toujours bien abordée par les parents qui ne préparent pas cette rentrée pendant les vacances. Certains avancent même comme argument le coût élevé des articles scolaires. C'est pour vérifier cette affirmation que le président de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, Soumaoro Farikou, s'est rendu sur le terrain. Je suis les prix au niveau de tous les commerçants, des libraires, pour qu'ils adoptent les mêmes prix. Selon les acteurs du système éducatif, la rentrée scolaire est une affaire de tous. C'est pourquoi parents, élèves et enseignants sont invités à s'impliquer pour une meilleure année académique. Quand certains commencent déjà à se remettre en selle pour l'année scolaire, d'autres bouclent tout juste les activités de vacances. Radio Côte d'Ivoire signe la fin de son concours Radio Vacances. La finale a eu lieu à Toumaudi, ville du centre du pays. L'édition 2016 a mis l'accent sur la sensibilisation des jeunes face au VIH-Sida et à la consommation de la drogue. La kinésithérapie, la rééducation fonctionnelle des branches de la médecine peu, voire pas du tout connues des populations. Quelle est donc leur utilité? Qui peut en avoir besoin? Le président de l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire était l'invité du magazine de ce dimanche. Nous vous proposons un extrait de son entretien avec Alvorassa. La kinésithérapie est une science déjà médicale. Donc elle fait partie de la grande famille de médecine physique et de réadaptation. C'est le traitement de la gestuelle humaine par le mouvement. Le masseur kinésithérapeute intervient normalement dans tous les domaines de spécialité de médecine. Notre champ d'intervention est vraiment vaste, en traumatologie, en rhumatologie, en gynéco, en neurologie, même en pédiatrie pour les affections respiratoires. On intervient pratiquement dans tous les domaines de spécialité de médecine. Étant donné que c'est une nouvelle spécialité de médecine et les infrastructures n'existant pas dans certains CHU ou CHR même de l'intérieur du pays, quand les kinésithérapeutes arrivent sur le terrain, ils n'ont même pas un bureau qui est déjà sur place pour leur permettre de pouvoir travailler. Donc je ne parle même pas du plateau technique qui n'existe pratiquement pas. Et là, c'est difficile pour nous d'exercer correctement. Ici, dans les CHU à Abidjan, on a le minimum, mais on ne peut pas prendre en charge efficacement comme il se doit la population ivoirienne. Dans les établissements sanitaires publics, la séance est à 2000 francs. Par contre, au privé, il y a une fourchette qui varie de 10 000 à 20-25 000 la séance. Le gouvernement ivoirien annonce le financement d'un plan national multisectoriel de nutrition. Il va courir sur la période 2016-2020. Près d'un tiers des enfants du pays souffrent d'un retard de croissance, très souvent provoqué par la malnutrition. Sur le plan politique, les coordonnateurs régionaux du RHDP ont été investis à Agnibi-Lécro. Ces militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, une vingtaine en tout, ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour la victoire du RHDP lors des législatives à venir. Gabriel Zani.
Depuis des semaines, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se déploie pour les législatives. Ce samedi 10 septembre, la commune d'Agny-Bilekro reçoit une délégation du groupement politique dans le but d'investir des coordonnateurs. Plus d'une vingtaine de militants font partie de l'équipe de coordination dirigée par le délégué départemental du PDCI. Aux élections qui arrivent dans le mois de novembre, nous allons présenter également une liste RHDP. Il nous appartient de faire en sorte de ne pas décevoir nos mandants, qui sont le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Nous devons donc résolument et immédiatement nous mettre au travail en investissant villages, campements, hameaux, pour porter le message de paix et de développement du RHDP. Une cérémonie qui a donné lieu à la réaffirmation de l'oufouettisme devant les autorités religieuses traditionnelles et de nombreux militants. J'ai dit que cette coordination comprenne que le RHDP a dans ses mains les manettes pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons de nombreux députés à l'Assemblée nationale. L'investiture des coordonnateurs est couplée avec l'inauguration de la maison du RHDP. C'est le siège du PDCI qui est devenu la maison du RHDP. Une mutation qui en dit long sur l'avenir désormais compté du RHDP en tant que regroupement de partis politiques. La mutation au niveau des esprits est en marche. Le RHDP en tant que parti unifié devient donc une réalité. Pour les militants, le parti unifié fait un grand bond à Agny-Bilekro. C'est pratiquement la cohésion avec les autres partis politiques. Pour le RHDP, je pense que c'est un bon saut pour le parti unifié. Transformer les sièges des partis membres du groupement des oufouettistes, une première depuis l'évocation de la migration vers le parti unifié. Une action qui doit faire école selon Pascal Abinankwaku, l'initiateur de cette mutation. Plus tôt dans la semaine, une délégation du RHDP a été reçue par Mamadou Samassi, un doyen du Conseil politique du Rassemblement des Républicains RDR. Une visite chargée de symboles au moment même où les groupements politiques du RHDP cherchent à migrer vers un parti unifié. Gabriel Zani. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Le Rassemblement des oufouettistes est en quête de conseils. Mamadou Samassi, le doyen du Conseil politique du Rassemblement des Républicains, reçoit dans sa résidence la délégation du RHDP, Rassemblement des oufouettistes, conduite par le président de son directoire, Amadou Soumaoro. Fort de ses 90 ans, celui que l'on nomme affectueusement le doyen Samassi se tient au milieu de ses hôtes et parle de la nécessaire union entre les politiques pour le bien des Ivoiriens. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut passer du statut de groupement politique à celui de parti unifié. C'est le sens de ces consultations. La construction de ce parti unifié a pour seul dessein de conduire notre pays dans la paix et le conduire sur la voie du développement et que ce développement profite à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien. Nous sommes donc venus voir aujourd'hui le vieux El Hadj Amadou Samassi qui fait partie de ces anciens, de ces doyens, de ces sages qui ont apporté leur contribution à la construction nationale aux côtés de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Pour le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Des entretiens qui montrent bien que les partis du groupement politique des oufouettistes veulent donner un franc succès à ce projet de fusion. A contrario, selon Amadou Soumaoro, le RHDP se fragiliserait. En sport, c'est la remise des primes d'objectifs aux athlètes ivoiriens médaillés des Jeux olympiques de Rio. Le ministère des Sports et Loisirs leur a remis en tout 31,5 millions de francs CFA. Odalegbe. Chose promise, chose due. Les athlètes ivoiriens les plus méritants présents aux Jeux olympiques de Rio ont reçu leur prime d'objectif des mains du ministre ivoirien des Sports, Albert François Amichia. 31 500 000 francs, c'est la somme que Cissé Cheikh Salah Gbagbe Ruth Talou Marie-Josée et Meïté Ben Youssef ont reçu du ministère des Sports et Loisirs ce vendredi 9 septembre 2016.
Le médaillé d'or Cissé Cheikh Salah a reçu 15 millions. Gbagbe Ruth, médaillé de bronze, a empoché 7 500 000 francs. Talou Marie-Josée, double finaliste aux 100 et 200 mètres en athlétisme, a reçu une enveloppe de 6 millions, quand Meïté Ben Youssef, finaliste du 100 mètres, s'empare de la somme de 3 millions de francs CFA. Rappelons que 240 millions avaient déjà été dégagés pour la préparation des 12 athlètes ivoiriens qualifiés pour les Jeux olympiques de Rio. Avant les primes d'objectifs, chaque athlète avait reçu une prime de qualification de 3 millions et une prime olympique d'un montant de 1 100 000 francs. Dans l'actualité internationale, les États-Unis commémorent les 15 années des attaques terroristes du 11 septembre. 4 attentats suicides coordonnés avaient fait près de 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Une analyse de Sylvie Touré sur la situation du terrorisme dans le monde après septembre 2001. Frapper là où ça peut faire le plus mal. Attaquer par surprise pour causer le plus de dégâts, cibler des sites emblématiques, symboles de l'hégémonie de la superpuissance mondiale. Les tours jumelles du World Trade Center à New York, symbole de la puissance économique, le Pentagone à Washington, siège du département de la Défense, symbole de la puissance militaire, et peut-être le Capitole, siège du Congrès, et pourquoi pas la Maison Blanche qui ont échappé de peu. Un pari fou, mais tenu avec succès ou presque. L'Amérique est frappée en plein cœur, touchée dans son amour-propre, ce 11 septembre 2001. Le terrorisme contre notre nation ne réussira pas. Maintenant, je vous demande de me joindre dans un moment de silence. Que Dieu bénisse les victimes. Environ 3000 morts en une heure. Les États-Unis vivent des instants apocalyptiques. À l'origine de cet enfer, un homme bien connu des services secrets américains, Oussama Ben Laden, chef de l'organisation Al-Qaïda, créée en 1987. Le mouvement venait de signer avec fracas son entrée sur la scène mondiale avec un nouveau type de guerre, le terrorisme. Le terrorisme n'est pas né le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est en septembre 2001. Et il faut dire que les actions terroristes existaient déjà dans le passé, durant les années 60, 70, 80, durant cette période qu'on appelait la guerre froide. Le terrorisme était utilisé par différents mouvements armés. 2001, pourquoi effectivement la question du terrorisme inonde effectivement le monde? C'est parce que c'est la superpuissance américaine qui est frappée dans ses symboles, qui est frappée dans son économie, qui est frappée dans sa sécurité. Et donc il y a forcément un retentissement majeur et spectaculaire concernant cette lecture-là qu'on a du terrorisme. Ben Laden devient l'ennemi public numéro 1. Son objectif, punir l'Amérique et ses alliés pour leurs exactions dans le Moyen-Orient, ensuite instaurer un califat dans les États en majorité musulmans. Objets explosifs, voitures piégées, bombes humaines, chiens kamikazes, les attentats se multiplient ainsi que la traque à Ben Laden. Le 2 mai 2011, il est assassiné dans un raid des forces spéciales américaines au Pakistan. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Les victimes du 11 septembre soulagées, peut-être, mais pas le monde. Le mouvement a réussi à étendre ses tentacules et à s'essaimer sur tous les continents, avec des réseaux actifs et des cellules dormantes. Un véritable monstre qui en fera naître un autre en 2006, Daesh ou encore l'État islamique. Il discute à ce jour à Al-Qaïda la palme de l'horreur en se livrant à une violence sans limite. Des cibles militaires et politiques à l'origine, aux cibles civiles aujourd'hui, avec un mode opératoire revisité, le terrorisme durcit le ton et tient toute la planète en échec. On est dans une logique d'anarchie internationale concernant ces pratiques de terrorisme-là. Et il est très compliqué de combattre le terrorisme parce qu'on est dans cette logique de guerre asymétrique. On est face à un combattant qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Le combattant peut être avec nous, rire avec nous, discuter avec nous. Et demain, effectivement, il devient terroriste. Le combattant peut être ici et piloté depuis l'Orient, et piloté peut-être depuis un pays d'Afrique subsaharienne. Donc on ne maîtrise pas effectivement ce combattant-là. Et il faut coordonner
les actions au niveau des États. Il faut une véritable coopération. Également, il faut appeler à la responsabilité collective. Il faut savoir qu'il y a des situations de frustration, il y a des situations d'inégalité socio-économique, il y a le traitement délicat des questions religieuses, il y a la question de l'éducation, la question du chômage, la question de l'identité. Il y a énormément de ces questions sur quoi effectivement le terrorisme prend appui. Il appartient aux États, aux populations de réfléchir effectivement sur ces problèmes-là qui nous habitent tous les jours et sur quoi le terrorisme trouve raison pour frapper. Autre levier pour le succès de la lutte, la maîtrise des sources de financement parfois insoupçonnées. Elles vont, selon un rapport du GAFI, le groupe d'action financière, des recettes de la mendicité des enfants talibés dans les rues, du trafic de drogue, rançon des otages en Afrique de l'Ouest, au trafic de pétrole et aux taxes dans l'État islamique. Daesh caracole en tête des organisations terroristes les plus riches, avec une fortune estimée à plus de 2000 milliards de dollars, soit plus de 3 fois le budget des dépenses militaires des États-Unis en 2015. Boko Haram lui remporte la palme mondiale de la violence. C'est le groupe qui a le plus tué ces 3 dernières années. Du 11 septembre 2001 à aujourd'hui, le monde connaît une nouvelle forme de guerre qui échappe aux conventions de Genève et leurs protocoles additionnels qui régissent les conflits. Peut-être la 3e guerre mondiale. Les États-Unis commémorent aujourd'hui les attentats du 11 septembre. Les musulmans américains et ceux du monde entier célèbrent la Tabaski demain 12 septembre. Au cœur de cette fête, le sacrifice rituel du mouton. C'est donc une période de pic des importations en bétail. De façon générale, la Côte d'Ivoire importe environ 60% de sa consommation de viande. La production locale est loin de couvrir les besoins du pays. Pourquoi donc une telle insuffisance ? Comment booster la production nationale et assurer surtout l'autosuffisance en protéines animales? C'est le sujet du grand angle que la rédaction vous propose ce soir. Il est signé Christelle Menin. Cette année, plus de 80 000 moutons ont été importés pour la Tabaski. Dans ces véhicules venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il y a aussi des bœufs. Plus que d'habitude. Si la Côte d'Ivoire en est encore à importer du bétail viande, même en dehors des périodes de fête, c'est parce que la production locale de bovins et petits ruminants est insuffisante pour les besoins en consommation des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire importe en moyenne 60% de sa consommation en viande. Plus la population croît, plus les importations augmentent. Rien qu'en 2015, la Côte d'Ivoire a importé plus de 78 000 tonnes équivalent carcasse de viande. Une sortie de devises de plus de 28 milliards de francs CFA. Début septembre, Abidjan accueillait la première édition du Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs sous-régionaux sont venus réfléchir au développement de la filière. En marge des cérémonies officielles, dans les parcs, des éleveurs nous exposent aussi leurs difficultés. Pour Salif Koulibaly, elles sont surtout d'ordre technique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir parce que les techniques manquent même aux éleveurs. Et c'est l'élevage traditionnel, ce qui fait que vraiment nous avons des difficultés. Il n'y a pas vraiment d'encadré réel pour nos éleveurs. Davantage d'encadrement technique pour relancer l'élevage en Côte d'Ivoire. D'autant que le pays a un gros potentiel. Nous avons tout et tout pour mieux élever. On peut même exporter à partir de la Côte d'Ivoire nos productions d'élevage. Parce qu'il y a la verdure pendant les 12 mois de l'année. Il y a de l'eau un peu partout. La Côte d'Ivoire, pays exportateur de bétail-viande, c'est le rêve des éleveurs et des autorités de la filière. Pour l'atteindre, on mise surtout sur la technique et sur la science au ministère des Ressources animales et halieutiques. Présente aussi au CIPVAO, Dr Nyandi Daniel expose quant à elle les actions du gouvernement. Pour pouvoir accroître la production, la productivité, il faut avoir du matériel génétique adapté. Et ce qui est fait actuellement, ce qui est en cours actuellement, nous avons un projet de gestion des ranches et stations d'élevage au sein desquels sont développées l'amélioration génétique des bêtes, notamment des bovins et des ovins caprins,
Nous avons aussi un projet d'appui à l'installation qui est en cours, installation à l'agriculture traditionnelle, installation dans toutes les filières, notamment la filière bovine, ovine, porcine. Des projets que nous décidons d'aller visiter sur le terrain, à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. Dans ce campement, appelé Sirikikro, Jean-Paul Damé bénéficie du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il a emprunté au PADECI un noyau de 25 têtes qu'il devra rembourser sur 10 ans. Agriculteur récemment séduit par l'élevage, il sait que la demande est importante. Cette année, malheureusement, il n'a pas plu. Si je veux compter sur le café et puis le cacao, ce n'est pas toutes les années il y a la production. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en ce temps vers la fête de Tabaski. Même ce matin, même, il y a quelques-uns qui sont venus me voir pour prendre une tête. Et voilà, bientôt la rentrée. Je n'ai rien. Donc je vends ça pour pouvoir scolariser mes enfants. En plus de l'aide à l'installation, Jean-Paul est appuyé sur le plan sanitaire par François Alla, assistant vétérinaire. Les maladies animales comme la peste bovine peuvent être très agressives et décimer très rapidement un troupeau entier. Le combat pour augmenter la productivité des élevages nationaux se situe aussi à ce niveau. Quand il est temps de venir les traiter, je l'appelle, ou lui aussi, si c'est le temps de vaccination, il m'appelle et on fait un programme, il vient les traiter et il vient les vacciner. S'il n'y a pas de mortalité... Jean-Paul a opté pour un élevage sédentaire, contrairement au traditionnel élevage nomade, source de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs. Depuis le 26 mai dernier, le projet de loi sur la transhumance adopté à l'hémicycle permet de prévenir et de régler ces conflits de voisinage. Mes parents paysans, et encore moi, quand les animaux suivants ils vont brouter, ils rentrent dans leur champ, c'est un grand problème pour moi. Comme il n'y a pas d'espace, j'aimerais créer un pâturage artificiel pour ne pas que les bœufs puissent rentrer dans les champs des voisins. Si Jean-Paul consent à réaliser tous ces investissements, c'est parce que l'élevage est rentable. Très rentable. Retour au Sibvao, sur les bords de la lagune Ébrié. Je vous dis que l'élevage est plus rentable que tout ce que nous avons comme production en Côte d'Ivoire. C'est rentable et ça crée beaucoup d'emplois. Si l'État s'intéresse, on va diminuer le taux de chômage dans ces pays. L'État et aussi les investisseurs privés. Le secteur est majoritairement informel et très peu bancarisé. Il est donc essentiel pour nous de créer une dynamique et une mobilisation durable de tous les acteurs du secteur en favorisant la professionnalisation et la modernisation de ces filières-là. Plusieurs chantiers sont en effet ouverts et les résultats probants obtenus nous confortent dans les voies et les méthodes choisies. Les résultats de l'élevage en Côte d'Ivoire, des centaines de milliers d'emplois, et c'est aussi 2% du produit intérieur brut, soit 346 milliards estimés en 2014. Voilà, c'était le grand angle de la rédaction consacrée à la filière bétail. Merci de votre attention. Merci de rester sur RTI 1. Très bonne fête de Tabaski à tous et très bonne soirée.